Bienvenue à Planète Terre, à l'émission cette semaine. D'abord, l'assassinat politique comme mode d'organisation ou mode de débat. C'est aux Philippines où vient d'avoir lieu il y a quelques jours un assassinat collectif, 53 personnes ou 57, dont une douzaine de journalistes qui ont péri. Dominique Cahouette, qui est politologue, qui connaît très bien les Philippines, va venir nous expliquer d'où vient cette pulsion de mort, quel est le contexte dans lequel elle se développe et ce qui est fait ou pas fait pour essayer de redresser cette situation. Ensuite, on se transporte en Inde, où on va essayer de mieux comprendre ce pays qui est encore en croissance économique très forte, comme la Chine d'ailleurs, qui est en train de défier la crise mondiale. Il y a en Inde des modes de croissance économique atypiques. On va en discuter avec deux invités, Sanjeev Rao, qui est à la fois intellectuel et entrepreneur en Inde, et Mira Kamdar, indienne d'origine et chercheur aux États-Unis, à l'Asia Society de New York. Ils vont nous expliquer ce qu'il y a de distinct, de particulier dans le modèle indien. Pour terminer, une note d'espoir, nous allons plonger dans des scénarios alternatifs pour changer la vie, sauver la planète, sauver, modifier, transformer l'économie. Notre ami Rodolphe de Coninck, le géographe, a lu pour nous le numéro hors série de Courrier international qui s'intitule « La vie meilleure, mode d'emploi ». Il en est ressorti encore plus informé qu'il ne l'était sur les transformations en cours, les transformations possibles. Il va nous livrer une partie de cette nouvelle science. Après la pause, derrière le bruit des assassinats aux Philippines. Alors, comme promis, on vous parle aujourd'hui d'un phénomène qui est en train de se développer aux Philippines, l'assassinat politique, assassinat également de journalistes. Dans les jours derniers, il y a une dizaine de journalistes qui sont passés de vie à trépas parce qu'ils étaient au mauvais endroit et c'était un endroit où quelqu'un voulait se présenter aux élections. Alors, on en discute avec quelqu'un qui connaît bien les Philippines, qui fait du terrain régulièrement, Dominique Cahouette. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, Dominique, vous êtes coordonnateur du REDTAC, ça veut dire le Réseau d'études des dynamiques transnationales et de l'action collective. C'est une unité du CERIUM. Vous avez publié cette année, je cite en anglais, « Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia ». Je vous laisse traduire. Oui. Donc, on cherchait à expliquer l'anxiété agraire et la résistance des paysans dans l'Asie du Sud-Est. Et par anxiété, on avait décidé que c'était un terme qui était plus approprié que la dissension parce que ça expliquait le caractère ambigu face aux marchés, les marchés d'exportation et les cultures d'exportation. Alors, vous avez co-dirigé cet ouvrage avec Sarah Turner. C'est publié à Routledge. Donc, dites-nous, vous connaissez bien le pays. C'est un pays où la Constitution, c'est essentiellement un cas de la Constitution américaine. C'est un reliquat de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a peut-on dire, est-ce exagéré de dire qu'il y a une tradition d'assassinat politique aux Philippines ou est-ce que c'est récent? Il y a des changements récents. Et je pense qu'on va y aller avec ce qui est contemporain. D'accord. Puis une fois qu'on aura fait le tour, on pourra revenir un peu dans l'histoire. Ce qui est récent dans l'assassinat politique extrajudiciaire, c'est que depuis 2001, il y a une recrudescence importante. On en est à presque 900 personnes qui ont été assassinées. Ce ne sont pas des combattants armés, parce qu'il y a des mouvements de guérilla armés. Ce sont des dirigeants paysans, des avocats, des journalistes, des juges. En fait, en me préparant aujourd'hui, je revisais mes notes et il y a près de 15 juges qui ont été assassinés et 22 avocats depuis 2001. Et donc, alors, c'est récent. 900 depuis 2001, c'est plus qu'une centaine d'assassinats politiques par an. Oui. Et ce qu'on avait observé, c'était qu'il y avait eu un déclin. Vers 2006-2007, l'opinion internationale s'est mobilisée. Il y a eu des délégations de représentants des organisations de défense des droits de la personne qui sont venus au Canada, aux États-Unis. Le gouvernement américain, même sous George Bush, avait écrit et fait pression sur les gouvernements des Philippines pour qu'il y ait une réduction. Et on avait noté une réduction dans le nombre d'assassinats politiques extrajudiciaires. Ce que l'on voit... Une réduction à combien? Donc, on voyait des désapparitions. Donc, ça avait descendu au-dessus de 50. De 50. Alors, évidemment, tout est relatif. Donc, seulement 50 assassinats politiques dans l'année sur une population de combien? Les statistiques varient, mais c'est entre 95 et 98 millions d'habitants. Bon, d'accord.
Donc, ce qui est particulier avec ce qui s'est passé lundi, le massacre, on parle de 57 personnes massacrées, c'est que c'est un assassinat de masse. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. C'est probablement le plus grand massacre de journalistes. Il y avait 13 journalistes qui accompagnaient la délégation. Ce qu'on avait vu depuis 2001, c'était des assassinats ciblés, des gens qui étaient des dirigeants locaux. Donc, on faisait ça loin de Manille, donc dans des dirigeants provinciaux, qui étaient des représentants de la gauche philippine légale, mais qu'on soupçonnait d'avoir des liens avec la guérilla armée. Mais c'était des personnes qui étaient des personnalités légales, non armées. Ce qu'on a vu lundi, si je peux me permettre, c'est, si vous voulez, une condensation de ce climat d'impunité. C'est-à-dire que le climat d'impunité qui s'est mis en place depuis 2001, parce qu'il y a eu personne qui a été mis en prison encore. Personne. Des accusations. Est-ce qu'on sait qui sont les responsables des attentats? Bien, si on le savait, il serait peut-être en prison. Oui, mais on a eu qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu différentes enquêtes. La plus connue, c'est sans doute le rapporteur spécial des Nations Unies, Philip Alston, qui est allé en 2007 faire des entrevues, et avec les victimes, et avec les organismes des droits de la personne, et aussi avec les représentants gouvernementaux. Sa conclusion est que, dans beaucoup de cas, on a des doutes sérieux de l'implication des militaires derrière ces assassinats. C'est fait par des paramilitaires, la plupart du temps. C'est des hommes cagoulés sur une motocyclette, on encercle un véhicule et on exécute les personnes, c'est ciblé. Mais il n'y a pas eu personne, il y a eu 5 cas qui ont été sous recherche devant les tribunaux, mais les témoins ont peur de témoigner parce qu'il n'y a pas d'immunité. Le problème d'immunité pour les témoins est très faible. Et quel est le mobile? Qu'est-ce que les assassins cherchent à faire? Bien, au fond, ce qui semble se dessiner, c'est-à-dire que Macapagal, la présidente Arroyo, actuelle des Philippines, a promis qu'elle détruirait toute forme d'opposition armée à son mandat, dont le Parti communiste philippin qui continue à mener une lutte armée dans les campagnes. Puisqu'elle n'est pas capable de donner une idée de l'ampleur de la lutte armée. Au moment de leur sommet, ils étaient près de 25 000 combattants étaient présents dans 53 des 72 provinces. Maintenant, il y a eu des divisions. Ils sont environ 5 000 à 8 000 combattants armés, mais qui bénéficient d'un support international important. C'est les derniers maoïstes de la région. Les Népalais ont signé un accord de paix, ils sont maintenant au gouvernement. Il y a aussi une lutte armée des groupes musulmans dans le sud des Philippines, à Mindanao, où on a un groupe qui demande la sécession de Mindanao, et on a un petit corpuscule à Busayaf qui sont mi-bandits, mi-fondamentalistes religieux qu'on suspecte d'avoir des liens avec Al-Qaïda. Ça a été le prétexte pour le retour des Américains. Donc, Mindanao a un contexte, il y a un double contexte. Le premier, c'est celui d'un climat d'impunité, où l'économie politique de l'assassinat extrajudiciaire fait que les coûts sont moindres que les bénéfices. C'est aussi un calcul aussi froid parce qu'on ne peut pas se permettre d'assassiner autant de personnes sans y avoir pensé. La deuxième, c'est le climat de violence à Mindanao. Mindanao, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, semble être la dernière frontière de l'État philippin. C'est le Far West. Il n'arrive pas à établir son autorité sur la province de Mindanao, l'État philippin. Sur l'île de Mindanao et dans certaines parties du territoire, la souveraineté étatique serait remise en question. Elle est excessivement faible et donc ce sont d'autres règles qui mènent le jeu. La règle traditionnelle, c'était les rideaux. Les rideaux, qui viennent de l'expression espagnole, qui veut dire des rixes entre les clans musulmans, des clans autochtones musulmans, selon laquelle on peut s'attaquer, c'est œil pour œil, dent pour dent, mais on n'attaque pas les femmes et pas les enfants. Et lundi, ça s'appelle des rideaux. Des rideaux. Donc des bagarres, des rixes. Oui. OK, d'accord. Et on a brisé cette loi implicite, ou ce que j'ai décrit comme une loi patriarcale et machiste, coutume machiste, en tuant autant de personnes lundi. Donc, le climat d'impunité, premièrement. Deuxièmement, la faiblesse de l'État philippin à Mindanao et qui mène à une prolifération d'armes. Il y a énormément d'armes qui circulent. Et trois, une tradition de régler les conflits de façon armée. Et si vous voulez, était l'espèce de mélange explosif et le fait qu'il y ait des élections l'an prochain. Bon, alors parlons de ça, parce que ça se superpose évidemment à un contexte préélectoral, présidentiel. La présidente actuelle a été élue, corrigez-moi, de façon régulière. Son élection n'est pas contestée.
elle se représente? Et quel est l'enjeu de cette élection? Mais elle ne peut pas se représenter. Parce qu'elle est à la fin de son premier terme et la Constitution interdit un deuxième terme. C'est ça. Voilà. Traditionnellement, comme vous l'avez souligné au début, on avait le modèle américain où on avait 2 mandats. À la suite de la dictature de Marcos, qui lui avait eu 2 termes et a déclaré la loi martiale, et ce qui lui a permis d'être en place pendant près de 20 ans, la nouvelle Constitution qui a été mise en place empêche un deuxième mandat. Beaucoup ont dit que la présidente allait changer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire qui lui aurait permis d'étendre un deuxième mandat. Fort probablement, ça ne pourra pas se faire. Elle est venue au pouvoir depuis 2001 parce qu'elle était vice-présidente et le président de l'époque avait été déchu par une mobilisation populaire. Et elle est devenue présidente en 2001. Elle a complété le mandat du président Estrada et elle a été élue en 2004. Voilà. Donc, son terme arrive à échéance après 6 ans. Il semble bien que l'opposition populaire et aussi de la Cour suprême est suffisamment forte pour pas qu'il y ait de modification de la Constitution. Okay. Par contre, les élections sont des moments clés parce que l'État philippin reste un État à caractère patrimonial. Par patrimonial, j'entends un État où l'accession à un poste politique, ça devient comme une nouvelle marge de crédit. Vous êtes élu, vous avez accès au trésor étatique pour vos propres projets, votre propre agenda. Il y a eu une décentralisation qui avait été poussée d'ailleurs par la Banque mondiale et le FMI, comme dans plusieurs États africains, où on a décentralisé les budgets gouvernementaux. Donc, la manne, le pork barrel, est beaucoup plus gros dans les régions et devient une source d'enrichissement personnel important. Donc, une décentralisation sans un resserrement des règles de gouvernance. L'élection, c'est l'appel au bar ouvert, finalement, pour les élus. Est-ce que je me trompe? Parce que j'ai lu aussi que dans la tradition politique philippine, l'appartenance à une idéologie est traditionnellement assez faible et que les gens changent de parti selon l'opportunité de carrière politique, de se faire élire ou non. Ouais. C'est toujours le cas? Ouais. Exactement. D'ailleurs, l'idéologie, ce serait un grand mot. Ce qu'on voit, c'est beaucoup les partis politiques sont des véhicules d'accession au pouvoir et on change d'auto. Comme on change d'auto ici, si une auto est plus performante, vous allez aller dans une nouvelle Toyota parce qu'elle performe mieux et sinon, vous allez changer de parti. Donc, il n'y a pas de tradition de parti solide aux Philippines. Il y a deuxième chose, le système philippin, et si on retourne dans l'histoire, a été calqué du système américain, vous avez raison de le souligner, mais non pas le système américain de l'après-guerre, mais celui du tournant du siècle, début 20e siècle. Donc, si vous vous souvenez, on n'était pas vivant, mais au début du siècle du 20e, le système politique américain, vous pensez au film Chicago, c'est un système extrêmement corrompu. Et donc, on a calqué un système qui était foncièrement corrompu aux Philippines, on l'a adopté au contexte. Les élites politiques ont rapidement compris comment s'en servir. On a multiplié les postes élus. Pour chaque personne élue, il y a 1400 personnes qui votent. Donc, à l'Université de Montréal, avec 60 000 étudiants, on voterait pour 45 personnes. Donc, vous imaginez le phénomène de collusion que ça crée. Votre oncle sera gouverneur, votre cousin serait maire de la municipalité voisine, vous commencerez comme maire d'un barangay, de la plus petite unité. Éventuellement, vous deviendrez gouverneur, puis sénateur. Alors, lors de ce massacre des derniers jours, qui a fait, comme vous avez dit, plus qu'une 50aine de morts, dont 13 journalistes, c'était dans le contexte où ce groupe allait déposer les papiers de nomination de Ismael Mangudadatu pour être candidat présidentiel aux élections de l'an prochain. Pourquoi? Pas présidentiel. Pas présidentiel. Gouverneur. De gouverneur. De la province de Mindanao. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que lui représentait une idéologie ou pourquoi est-ce que lui était plus emblématique que les autres? Bien, le clan des Ampatuan, le gouverneur actuel, qui est un clan établi, solide et qui contrôle une bonne partie de l'économie de cette province, de Maguindanao, qui représente environ 1,5 million d'habitants. Lui contrôle, le patriarche contrôle le poste de gouverneur. Son fils est maire d'une municipalité. C'est d'ailleurs lui qu'on suspecte, le suspect numéro 1 du massacre. Le clan opposé auquel appartient le Ismael Mangudadatu, qui est un clan opposé, avait annoncé déjà qu'il allait remettre en question l'hégémonie, si vous voulez, du contrôle de ce clan-là, du clan des Ampatuan, qui contrôle non seulement les postes politiques, mais une bonne partie de l'économie. Ce qu'elles ont fait, ce qui a été fait, on savait que ça allait être tendu. Et c'est pas pour rien, c'est là que ça devient important de comprendre le contexte particulier. Ils sont partis à un convoi de 6 véhicules.
avec des femmes. C'était non pas le candidat qui y allait, mais son épouse. Son épouse qui est morte d'ailleurs. Qui a été assassinée, et ses sœurs qui étaient enceintes également. Parce qu'on savait normalement que les femmes n'étaient pas la cible de revanche ou d'attaque de groupes opposés. Deuxième chose, on a dit, plus la loi du nombre va être en notre faveur. On n'osera pas attaquer un convoi de 6 véhicules d'une quarantaine de personnes. Troisièmement, on n'osera pas attaquer un véhicule avec un aussi grand nombre de journalistes. On parle de 12 à 13 journalistes, possiblement 13 journalistes. Quatrièmement, on n'osera pas nécessairement attaquer un convoi avec des avocats associés des organisations nationales des droits de la défense de la personne. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un bris. Il y a comme une loi implicite qui a été brisée. Ça augure très mal pour ce qui peut s'en venir. Et troisièmement, ça place l'administration actuelle dans une position difficile parce que le clan Ampatuan est un clan favorable à l'administration de Macapagal Arroyo. Donc, elle se retrouve dans l'eau chaude à plusieurs niveaux. Un, au niveau de sa gestion nationale du pays, parce qu'elle avait dit qu'elle allait agir face à la situation d'impunité. Ce qu'on vient de voir, c'est qu'on se permet d'assassiner 50 personnes, c'est-à-dire que le crime n'est pas... Deuxièmement, Barack Obama récemment avait annoncé, dans sa tournée asiatique, que son partenaire premier dans l'Asie du Sud-Est, c'était l'administration de Macapagal Arroyo. Les Philippines étaient les premiers à avoir soutenu l'intervention américaine en Irak et en Afghanistan. Et donc, le modèle ou l'épigone, je ne sais pas comment on pourrait dire, du modèle de démocratie réussi en effervescence en Asie, les Philippines, on a cette situation. Plus que du plomb dans l'aile. Mais est-ce que c'était, on va parler des deux clans, est-ce que c'était seulement une guerre de clans ou est-ce que ce politicien, Mangouda Datu, représentait la réforme, le progrès ou simplement un autre clan qui voulait prendre le pouvoir? Bien, ça reste à voir. Ce qui était clair, c'est qu'il était appuyé dans sa démarche par des organisations dites progressives, parce qu'il est accompagné de représentants des organisations des droits de la personne, de journalistes qui sont de journalistes des médias plus alternatifs et des médias qui sont plus critiques de l'administration. Donc, il représentait une force de changement. Il représentait aussi l'espoir de briser cette espèce de contrôle traditionnel du clan Ampatuan sur l'ensemble de l'économie. Et le contrôle se fait de deux façons, à travers l'achat de votes, les récompenses, mais aussi à travers la menace et la coercition. Donc, c'était clairement un candidat opposé à l'administration actuelle. Et c'était un candidat qui était vu comme représentant une force de changement. Mais tout ça dans un contexte où, traditionnellement, il appartient à un clan opposé. Dominique Houette, c'est extrêmement intéressant. C'est un contexte politique particulier. Il se passe plein de choses, malheureusement, avec des décès. Mais on va suivre ça avec vous jusqu'à l'élection l'an prochain, c'est ça? L'élection aura lieu en mai 2010. Je pense que c'est d'autant plus intéressant que les Philippines ont toujours été mis dans la littérature sur les transitions démocratiques réussies, comme le modèle qui avait mené le bateau, si vous voulez, pour le reste de l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est d'autant plus préoccupant et important de suivre ce qui va se passer. Alors, je vais vous dire quelque chose en philippin. Vous allez traduire. Wala nang tao sa Santa Filomena. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous venez de dire « Il n'y a pas personne dans le village de Santa Filomena », qui était une chanson écrite à la fin des années 70 par un compositeur de Mindanao et qui parle d'un village où la communauté a été chassée à cause d'une opération militaire, à cause de la militarisation de Mindanao. Ça a été écrit il y a plus de 20 ans, presque 30 ans. C'est comme si on revivait ce qui s'est passé 30 ans plus tard, lundi dernier. Donc, c'est la plage musicale que vous avez choisie pour nous. Dominique Houette, merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes et on écoute, grâce à vous, Il n'y a plus personne à Santa Filomena. Merci. Nag-iisang lumilipad ang langay-langayan, anino niya'y tumatawid sa nanunuyong palayan, tanging sagot sa sigaw niya ay... c'est la crise, comme vous le savez, c'est la crise partout, partout sauf, peut-on le penser, au Québec, où ça va relativement mieux qu'ailleurs, mais il y a un autre endroit qui fait presque aussi bien que le Québec, c'est l'Inde. L'Inde a eu des taux de progression de sa richesse collective de 8-9% au cours de la dernière décennie, et pendant la crise, de 6%. Alors oui, avec 6% de croissance de notre économie, on serait en affaires.
pour l'Inde, qui a des défis importants au niveau de son infrastructure et de l'augmentation de sa population, c'est à peine ce qu'il faut pour maintenir le rythme. Mais il faut dire aussi que dans cette année où les investissements étrangers dans le monde ont chuté de presque 15%, ils ont augmenté en Inde pendant cette année de près de 80%. Alors, c'est un pays qui réussit à résister mieux que beaucoup d'autres à la crise internationale. Donc, on va parler pas tellement de mesures fiscales ou de politique monétaire ou de politique économique indienne, mais on va parler de la réalité de l'entreprise en Inde et qu'est-ce qui se fait de différent, qu'est-ce qui se fait d'intéressant. Et pour ça, j'ai deux excellents invités. D'abord, Sanjeev Rao. Merci beaucoup d'être là, M. Rao. Merci. Vous êtes fondateur de la compagnie Gateway to India. C'est une compagnie qui s'associe aux investisseurs étrangers qui viennent en Inde et aux investisseurs indiens qui vont à l'étranger, donc en France absolument. et peut-être un jour au Québec. Pourquoi pas au Québec? Alors, vous habitez Bangalore, cette ville dont on parle beaucoup parce qu'il y a énormément de centres d'appel internationaux qui s'y trouvent. Et vous parlez un français excellent, notamment parce que vous avez eu votre diplôme d'administration à l'Institut supérieur d'administration à Fontainebleau, en France. Et notre autre invité qu'on adore avoir à cette émission, Mira Kamdar. Merci beaucoup d'être de retour, Mira. Enchantée. Alors évidemment, tout le monde vous connaît parce que vous êtes membre associé du pôle de recherche sur l'Inde et l'Asie du Sud au Cerium. Mais à part ça, vous avez d'autres choses à votre curriculum vitae. Alors, vous êtes Fellow au World Policy Institute à l'Asia Society de New York. On vous lit dans le blog Asie du monde diplomatique. Et vous avez écrit ce best-seller Planète India, Planète Inde, l'ascension turbulente d'un géant démocratique. C'est à Actes Sud. Bon, alors, Sanjeev Rao, on va faire ça de façon un peu impressionniste. On ne va pas tenter d'être exhaustif. Il y a une chose que vous avez dite dans votre conférence cet été aux écoles internationales du Cerium, c'est que faire des affaires en Inde, pour bien comprendre ou bien y arriver, il faut quitter, disons, la logique occidentale parce que les prises de décision sont souvent guidées par l'émotion et l'instinct. Expliquez-nous ça un peu. Très bien. Donc, je pense que l'Inde, c'est un pays où déjà la famille joue un rôle très important. Donc, quand on a la présence ou l'omniprésence des familles, c'est normal que toutes décisions ne peuvent pas être prises avec les modèles traditionnels stratégiques. Donc, il y a beaucoup de décisions qui sont consensuelles et souvent peut-être pas forcément, qui font peut-être pas forcément sens dans notre sens. Mais là, pour moi, une grande partie est basée sur l'intuition qui explique aussi le parti de diversification dans les groupes. Et comme vous avez très bien dit tout à l'heure, on a parlé de rester core business focus depuis les 20 dernières années, mais en Inde, on voit toutes les grandes sociétés, ça peut être Reliance ou Tata, qui sont des sociétés très diversifiées dans les télécoms, dans la production de thé, dans les voitures, Par dans l'acier. Alors c'est ça. Alors Tata, effectivement, comme vous le dites, ici en Amérique du Nord et en Europe, les entreprises étaient diversifiées, les grandes entreprises pendant les années 70 et 80. Ça a été une catastrophe. Maintenant, tout le monde dit, ne faites que ce que vous savez faire. Alors Tata fait un peu de tout et a décidé de se lancer dans un peu de tout. Alors, est-ce qu'ils sont à revers de ce qu'on enseigne maintenant au Harvard Business School? Mais est-ce que c'est une raison familiale de faire ça? C'est très intéressant comme question parce qu'on pose toujours ça peut être les Tata ou les Reliance. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on commence à poser des questions. Est-ce que cette diversification va continuer? Et comme vous avez vu, dans les dernières années, Tata a acheté Corus dans l'acier. Ils ont acheté Tetley dans le thé. Et également, ils ont acheté Land Rover et Jaguar. Et tous les trois sociétés sont très profitables. Qui n'ont rien à voir ensemble. Donc, mais pourquoi alors? Je pense aujourd'hui, historiquement, avec la famille en Inde, il y a la question de garder pas mal de richesses dans la famille. Donc, il y a des frères et des sœurs. Et aussi, je pense qu'il y a une question de hedging of bets, qu'on peut dire, donc diversification dans différents business pour assurer qu'il y a un jour un business ne marche pas, il y a peut-être autre chose qui tient la famille. Mira Kamdar, la famille comme élément important dans les décisions économiques? Surtout dans ce qui concerne les décisions d'achat dans ce marché gigantesque qui est le marché consommateur en Inde.
Ça, évidemment, au seuil des foyers aussi, les décisions peuvent être consensuelles dans les familles. Donc, une grande décision telle que une décision d'acheter une voiture, un frigo, un poste de télévision, écran plat, ces décisions-là, en Inde, on va les prendre en famille. Et donc, quand on va dans le marché indien, par exemple, une société étrangère en Inde, une entreprise québécoise ou française ou américaine qui chercherait à s'implanter dans le marché indien, mal calculerait son coût s'il ne prend pas en compte ce rôle de la famille, de la décision consensuelle, même au niveau du foyer. Par exemple, ici, on cible souvent les adolescents ou les femmes ou les maris selon le produit, mais si on essaie de vendre en Inde, il faut cibler l'unité familiale. Pas systématiquement, pas tout le temps. Évidemment, le goût des adolescents, surtout dans cette économie qui évolue extrêmement rapidement, va être différent que le goût de la grand-mère, par exemple. Mm-hmm. Mais en même temps, il est vrai que la véhicule de marketing le plus important en Inde, comme ailleurs, c'est la télévision. Mm-hmm. Et l'Inde a cela de particulier que la plupart des foyers qui ont la télévision, et ça fait 180 millions de foyers qui sont nantis d'une télévision, ils en ont une seule. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, les foyers ont éventuellement 3 ou 4 télévisions. Donc, l'adolescent est devant ses émissions à lui, la grand-maman devant ses émissions à elle, et les parents devant leur émission à eux. Tandis qu'en Inde, il y a toute la famille. Et c'est très intéressant quand on regarde la télévision indienne parce qu'on va passer d'une publicité pour, par exemple, une boisson, à une publicité pour une voiture, à une publicité pour un jean, à une publicité pour un produit ménager, lors d'une même émission de télévision. Donc, on n'est pas dans la segmentation des marchés comme ce qu'on a commencé à connaître mais ici. Il va y avoir de la diversification, si je peux dire, à l'intérieur de cette unité qui est la famille. Sanjeev Rao, on sait que depuis donc une vingtaine d'années, le décollage de l'économie indienne est beaucoup lié à l'utilisation des technologies de l'information, à la délocalisation d'un certain nombre de services, donc bien sûr les services téléphoniques, mais aussi le traitement des données. On parle de l'outsourcing, donc délocalisation des fournisseurs. Mais pour vous, ce modèle-là, il n'a pas d'avenir. Pourquoi ? Je pense qu'il ne faut pas dire qu'il n'a pas d'avenir. Je pense qu'il faut quand même dire que c'est un modèle qui a amené l'Inde sur le plan mondial. Donc je pense qu'il ne faut pas l'ignorer. On a beaucoup amélioré en qualité, dans les services, et ça a mis l'Inde sur le plan global. Mais un modèle qui est complètement basé sur la différence de coûts, ou un avantage comparatif, ne peut pas être tenable dans la durée. Parce que les salaires sont Parce que les plus salaires bas. vont commencer à augmenter. Ça, c'est vrai maintenant, mais ils vont augmenter. Ils vont augmenter encore plus, peut-être pas autant pour faire une différence. Il y a toujours un autre pays qui peut venir moins cher. Donc, pour un avantage durable dans la durée, je pense qu'il faut autre chose. Et je crois fondamentalement que le vrai avantage de l'Inde, c'est le marché local, c'est le marché domestique, avec tous les besoins d'infrastructure, avec cette population de 500 millions de personnes. Demain, ils vont avoir besoin des mêmes télés, des mêmes portables, tous les services qui existent partout dans le monde avec ce monde global. Donc je pense que le vrai avantage de l'Inde pour les sociétés internationales, c'est le marché domestique. Donc l'outsourcing ou l'offshoring qui fait beaucoup de discussions ces jours-ci, c'est peut-être une approche de l'Inde, mais quand même, je pense qu'il y a une position durable qui est le marché domestique et ces cerveaux et ce système d'éducation qui forment beaucoup de personnes que le monde peut utiliser aujourd'hui avec une question démographique en Inde, qu'il y a plus que moitié de la population, je pense, qui a moins de 25 ans. Donc, dans les années, c'est ça qui va être les deux avantages et atouts de notre pays. Donc, le marché intérieur qui a été et qui est toujours la force économique des États-Unis, c'est donc d'avoir ce grand marché intérieur. Absolument. Mais encore faut-il le développer, encore faut-il qu'il y ait un pouvoir d'achat à l'interne. Et il y a un des éléments que vous avez mentionné et qui est important, c'est le retour des cerveaux. Parce que pendant des décennies, les ingénieurs formés en Inde s'en allaient immédiatement aux États-Unis ou en Europe. Et là, on assiste à un renversement de situation. Parlez-nous-en un peu, Mira. C'est tout à fait le cas, c'est-à-dire que mon père, qui est originaire de l'Inde et qui a suivi une formation d'ingénierie aéronautique, n'a pas pu trouver de travail en Inde aux années 50. Il a été de suite embauché par la Boeing aux États-Unis. Et donc, il est resté, il a fait sa vie aux États-Unis. Mais maintenant, de plus en plus, on voit des Indiens qui sont venus en Occident, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Australie éventuellement,
éventuellement en Europe, surtout en Grande-Bretagne à cause du facteur de la langue, qui choisissent de retourner en Inde parce qu'ils pensent que désormais, surtout dans cette période de crise, c'est là où il y a les meilleures opportunités. Non seulement cela, mais c'est là où ils peuvent rejoindre leur famille et avoir une certaine qualité de vie à l'indienne, qui dépend bien sûr de l'écart assez important entre les riches et les pauvres, mais ça veut dire que si vous êtes ingénieur en informatique, disons, en Occident, vous n'allez pas avoir un chauffeur, quelqu'un qui viendrait chez vous faire le ménage. Alors même si votre salaire est moins élevé, si vous retournez à Bangalore, il sera quand même assez élevé pour avoir une qualité de vie supérieure à celle que vous aviez en Californie ou à Fontainebleau. Oui, je pense que c'est un très bon point, Mira. Et je dirais encore dans une expérience personnelle, parce qu'après 15 ans en Europe, moi, je suis personnellement rentré en Inde. Oui, mais vous aussi, donc vous avez été recruté pendant vos études? Moi, j'ai été recruté pendant mes études d'aller aux États-Unis, parce que c'est vrai, à cette époque-là, même en 91, avant que le marché ait été ouvert, il n'y avait pas autant d'opportunités pour nous. Et avant même d'avoir terminé votre diplôme? On avait des opportunités d'aller aux États-Unis, et moi, j'ai choisi l'Europe pour des raisons différentes. Mais je pense qu'il y a 3 ans, j'ai pris la décision personnelle de rentrer en Inde. Et là, on revient sur la famille qu'on parlait tout à l'heure. Je suis fils unique, je suis rentré pour occuper de mes parents, qui ont une énorme décision d'avoir vécu 15 ans de liberté et après revenir en Inde et vivre avec mes parents. Alors, donnez-nous, ça c'est des expériences personnelles, mais donnez-nous une idée dans le grand nombre. Alors, on parle de combien de retours, de départs, comment ça se quantifie? Il y a désormais, avec la crise, déjà moins d'Indiens qui partent, notamment vers les États-Unis, qui est la destination principale. On a notamment dans les études supérieures 80 000 étudiants indiens par an qui se rendent aux États-Unis pour donc suivre des études supérieures. C'est le plus grand nombre. Il y a la Chine en deuxième place avec 60 000 étudiants, mais l'Inde est en première place avec 80 000. Beaucoup de ces étudiants donc restent pour après entamer une carrière. Il y a aussi le phénomène des visas H-1B, c'est les visas pour les personnes hautement qualifiées, dont la grande majorité sont donnés aux Indiens, aux personnes dans des visas américains, vont venir en Inde pour travailler notamment dans l'informatique américaine. Et là, on a vu une réduction très nette de ces visas parce qu'avec la crise, les Américains sont moins susceptibles, preneurs de talents étrangers, tant qu'il y a autant de chômage chez nous. Le chômage frôle 10% aux États-Unis actuellement. Donc, les éléments qui poussent les gens à partir et les éléments qui les attirent vers leur pays d'origine sont en jeu en ce moment, dans le moment mondial économique que nous sommes en train de vivre. Mais il faudrait aussi comprendre que ce phénomène de retour de cerveau, ce que moi j'aime appeler une circulation de cerveau, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont impliqués, qui ont vécu en Occident, qui retournent en Inde, mais qui font des sociétés, qui font un peu la navette entre les deux. Il y a des gens qui vivent, d'après ce que je peux comprendre, dans des avions, tellement ils sont en déplacement permanent entre les deux pays. Donc il y a un peu un phénomène de circulation du cerveau. Ça ne concerne quand même pour l'instant qu'une élite à très haute formation, des personnes qui sont sorties de l'INSEAD, de MIT ou des IIT indiennes, par exemple. Et il y a aussi toute une autre tranche d'émigrés indiens, des Indiens qui quittent l'Inde, qui ne sont absolument pas dans cette tranche-là de travailleurs qui se rendent en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada aussi, j'imagine, parce qu'ils y ont déjà la famille. Donc, il y a le principe de la réunification des familles qui se rendent aussi dans le Golfe, où ils travaillent dans la construction dans des conditions très, très dures, mais dont les versements vers l'Inde sont essentiels. C'est ça, ils envoient une partie de leur salaire à leur famille restée en Inde. Les paiements sont essentiels pour le bon fonctionnement à présent de l'économie indienne. Et donc, je pense que le caractère éventuellement de l'émigration des Indiens vers l'étranger va changer dans les médias, mais peut-être son importance globale ne va pas pour autant diminuer. C'est ça, donc les bras continuent à partir, mais des cerveaux reviennent. Mais je pense que le cerveau vient aussi, il ne faut pas oublier, avec l'investissement. Là, par exemple, on peut parler des gens qui ont gagné pas mal d'argent aux États-Unis, ils reviennent en Inde, ils investissent en Inde. Donc, c'est quand même, comme on dit, c'est 10% de population. Et je pense que l'Inde a besoin de ça maintenant aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, comme Mira disait, pourquoi les gens ne partent pas? Parce qu'en Inde, ils peuvent trouver 7-8 bon travail, avec une qualité de vie comparative qui est très intéressant. Donc, il y a une vraie question, est-ce que ça vaut le coup de partir
de la famille, de tous ces avantages de facilité qu'on a, est-ce que ça vaut le coup, financièrement parlant? Donc, c'est une rétention et un retour donc, d'intelligence, de capitaux et de transfert de savoir, évidemment, parce que des gens ont eu de l'expertise et parfois dans des grandes entreprises américaines, des Indiens sont devenus dans la direction d'entreprise. Et là, donc, se pose la question, est-ce que cette compétence va servir au décollage de toute cette Inde intérieure qui, pour l'instant, a été plus ou moins laissée pour compte des villes qui ont connu cette progression? Alors, comment est-ce que ça peut se transformer en mieux-être pour l'ensemble de la population? Je pense que, quand même, l'Inde, c'est un continent. J'aimerais bien mettre quelque chose. 1 milliard de personnes, continent, différentes langues. Donc, on a vu dans l'Occident aussi, c'est différent, même dans un pays de... Donc, il faut réaliser qu'il y a une échelle énorme. Donc, il y a beaucoup de challenges. Par contre, en même temps, le gouvernement aujourd'hui a été reconduit. C'est la première fois ou la deuxième fois depuis notre indépendance que le même gouvernement est reconduit. Donc, le peuple démocratique a voté pour une continuité, qui est un moment très important pour notre pays. Donc, ça montre aussi que ce n'est pas juste les gens dans les villes, mais même dans les villages qui ont voté pour cette personne-là, donc ils croient. Et je pense que cette richesse aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, on peut parler de Mira, on peut parler de beaucoup de gens qui rentrent ou travaillent avec l'Inde, sont tous conscients qu'il y a une partie de population qui ne profite pas de cette India Shining. Et je pense que chacun, au lieu de tout mettre sur le gouvernement, est en train de faire quelques petites actions pour pouvoir essayer de changer les choses. Et je pense que c'est ça qui est très important. Et comme on voit dans la plupart des sociétés indiennes, ils ont un vrai projet de RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise. Donc de respecter les droits du travail. Donc ça va à des individus, des entreprises, et je pense que beaucoup de gens comme nous qui rentrent en Inde, on est tous en train de faire notre petit pas pour redonner quelque chose à cette bottom of the pyramid qu'ils n'ont pas pu profiter. Dans votre cas, personnellement, je sais que vous travaillez 4 jours à votre entreprise et le 5e jour dans une ONG. Dans un ONG. Pour les quartiers défavorisés autour de Bangalore. Autour de Bangalore, absolument. Et donc chacun fait dans une petite façon, absolument. Vous n'êtes pas l'exception, dites-vous. Non, je ne pense pas du tout que je suis une exception. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent au pays et qui en réalisent qu'on ne peut pas continuer à cette disparité, cette différence. Et chacun, dans sa façon, est en train de contribuer à l'intérêt de notre pays. Alors, la grande question, lorsqu'un milliard d'humains entre dans un niveau de développement plus élevé, et puis là, j'ai quelques chiffres, donc 14% de voitures de plus par année, avant même que la nano, cette petite voiture, arrive pour engorger encore plus la circulation, doublement des vols aériens en une décennie. Alors, comment est-ce qu'on peut penser, et ça, je me tourne vers Mira, à un développement économique durable? C'est-à-dire que je pense que l'expression développement durable est un paradoxe irréconciliable, parce que le développement tel qu'on l'entend classiquement, c'est-à-dire l'industrialisation et l'urbanisation, n'est pas dans le moment historique que nous sommes en train de vivre, notamment face au changement climatique, à la longue durable. Dans les médias, je suis tout à fait d'accord que l'Inde s'est esquivée au pire de la crise financière. Et je suis tout à fait d'accord que c'est principalement en raison du marché intérieur qui est en pleine expansion, alors que les marchés dans les économies dites avancées sont saturés ou même en déclin. La boîte de consulting McKinsey prévoit que le marché de la classe moyenne consommatrice en Inde atteigne une importance de 600 millions de personnes, alors qu'elle ne compte aujourd'hui qu'entre 200 et 300 millions de personnes. Donc alors qu'aujourd'hui, elle a la même importance que la population entière des États-Unis, ou 10 fois la population du Canada, elle va d'ici 30 ans atteindre une importance qui représente 20 fois la population du Canada ou 2 fois la population des États-Unis. C'est gigantesque. Et évidemment, toute entreprise internationale se jette dessus. En même temps, dans cette même période, l'Inde va augmenter sa population de façon à ce que la population actuelle d'1,2 milliard de personnes sera alors 1,6 milliard de personnes. Donc davantage que la Chine. Voilà. Davantage que la Chine, mais ça veut dire que ce marché très alléchant, gigantesque de 600 millions de personnes, qui est réel, qui est dynamique, qui est indéniable. Mais à côté, il va y avoir 1 milliard d'Indiens qui ne vont pas faire marcher
partie de ce marché. Et c'est ça le grand défi de l'Inde. On sait très bien que si les Indiens et les Chinois arrivent à un point où il y a une densité de voitures proportionnellement à la population telle que nous l'avons aux États-Unis, il n'y aura plus d'acier, il n'y aura plus de pétrole, et l'air ne serait plus respirable, et la Statue de la Liberté à New York serait sous l'océan Atlantique. Donc, il n'est pas possible de continuer sur ce modèle de développement à l'occidental. Mais en même temps, ce n'est pas un problème à l'Inde de résoudre. C'est un problème qui nous implique tous. Et il faut qu'en partenariat entre les économies avancées qui ont, n'oublions pas, vraiment fait la plus grande contribution aux gaz de carbone qui sont responsables pour ce changement climatique, historiquement, pendant plus de 100 ans, on est en train d'émettre ces gaz dans les sociétés occidentales. C'est ce qui nous a rendus riches, en quelque sorte. L'Inde et la Chine ne font que commencer. Et par exemple, le Canadien en moyen émet 20 tonnes métriques cubes de gaz de carbone par année, alors que l'Indien moyen n'émet que 1,5 tonnes de cubes de gaz de carbone par année. Alors, quelle est la population qui a un problème quel est le pays qui a un problème de population? Est-ce que le Canada ou est-ce l'Inde? Quand on regarde de ce point de vue-là, on revient à toute la question de la responsabilité historique et qui est un des enjeux de la négociation de Copenhague, justement. Je vous arrête là parce qu'on pourrait continuer pendant 1h30. On termine toujours en musique ici. Vous savez, vous avez étudié en France. Beaumarchais disait qu'en France, tout finit par des chansons, à Planète Terre aussi. Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous avez choisi pour nous et pourquoi? Donc, on a choisi une chanson de A.R. Rahman qui vient d'un film qui s'appelle Swadesh, qui justement parle d'un Indien qui est un brillant scientifique aux États-Unis, qui rentre dans son village pour des raisons personnelles, et finalement il y reste, il s'implique, et finalement il a décidé de revenir et rester en Inde. Donc je pense que c'est aujourd'hui, comme on a parlé de la mode, je pense que l'Inde aussi a besoin de tous les gens qui sont partis pour revenir à contribuer à notre développement. Et je pense que c'était un peu dans cette but que j'avais choisi ce petit morceau de Swadesh. Mira Kamdar, Sanjeev Rao, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'éclairer nos lanternes sur ce pays-continent qui est l'Inde. Et on écoute, grâce à vous, A.R. Rahman dans la chanson thème du film Swedes. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, et un de nos chercheurs favoris, et nous en avons beaucoup, mais un de nos chercheurs favoris, Rodolphe de Coninck, qui est avec nous cette semaine. Merci d'être là, Rodolphe. Merci. Vous avez publié, entre beaucoup d'autres choses, dont ce livre sur un séminaire récent sur l'agriculture qui s'appelle La Terre. Une seule terre à cultiver. Mais moi, j'ai lu Profession géographe, que vous avez publié aux Presses de l'Université de Montréal, sur votre parcours personnel, les révélations qui ont marqué votre vie dans vos terrains en Afrique, en Asie. Vraiment, c'est une lecture à la fois personnelle et scientifique que je recommande fortement. Une autre lecture que vous avez faite pour nous, en kiosque, le Courrier international hors série, La vie meilleure, mode d'emploi. Et ça vous a beaucoup frappé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un sous-titre qui s'appelle « Changer de modèle face à la crise » et que je trouve ça tout à fait de circonstance, d'une part, et que d'autre part, je considère ce hors-série, parmi bien d'autres que le Courrier international fait paraître, exceptionnellement bien documenté, très varié, avec des points de vue multiples, avec un regard historique sur nos sociétés et sur les problèmes, et aussi, surtout, sur les solutions. Il y a plus de solutions là-dedans que de critiques, ce qui est assez rare. Oui, puis ce dont on a besoin maintenant. Ouais, c'est ça. Alors, le Courrier international, la formule, c'est de piger dans la presse mondiale, soit japonaise, africaine, nord-américaine, de traduire en français et de réunir de façon thématique. Et là, ils ont découpé en 4 leur résumé, leur synthèse, ou leur collecte, devrait-on dire. Alors, on vous écoute. Oui, c'est ça. Donc, il y a à peu près au moins 80 articles qui sont regroupés sous 4 grands thèmes. Ce sont des verbes: arrêter,
réfléchir, bouger et inventer. Bon. Et tout se recoupe, en fait, ce qui fait l'une des qualités de cette lecture-là. C'est justement le genre de recueil qu'on lit, comme on fait souvent. On commence, on en lit un ou deux, mais on s'aperçoit qu'il y a du suivi. On lit tout. Ouais. Enfin, quand on a un peu le temps, mais il y a une bonne journée de lecture. Là. C'est une affaire de 8-10 heures, ça, lire tout ça. Donc, arrêtez. Bon, il faut donc... je prends ici quelques exemples. Un article qui montre combien, par exemple, la reprise dont on parle à l'heure actuelle, il ne faut pas se leurrer, il n'y en a pas de reprise. Que l'un des indicateurs fondamentaux de la crise, à savoir le chômage, continue à s'accroître, notamment aux États-Unis, et que même si, par exemple, une reprise dans l'industrie automobile, par exemple chez Ford, chez General Motors, c'est en réalité lié au fait qu'il y a des mises à pied systématiques, il y a de plus en plus de chômage, que donc les travailleurs qui sont là, qui sont gardés, doivent travailler encore plus. Bref, on accroît la productivité et surtout la création de la plus-value prélevée par les entreprises, ce qui fait fonctionner la bourse, qui donne un redressement des bilans financiers, mais pas un redressement de l'économie dans le sens de l'emploi des personnes. Et que donc, à moyen terme, étant donné le mécanisme qui prévaut encore, ça va être un des autres objets à critiquer, à savoir la société de consommation, elle ne va pas fonctionner, parce que puisqu'on met de plus en plus de gens à pied, de plus en plus de chômage, et donc ce n'est qu'une bulle. C'est une bulle économique qui va redevenir une bulle financière. Bon, deuxième, parmi les exemples que j'ai choisis de résumer, le problème de la faim dans le monde qui est loin d'être résolu et qui malheureusement s'accentue, c'est à relier justement à ce déséquilibre des mécanismes de production agricole qui font que les pays pauvres, notamment et en particulier africains, ne se suffisent plus, de moins en moins, et qu'étant donné la crise financière mondiale, la crise économique mondiale, il y a de moins en moins d'aide, de moins en moins d'investissements dans les agricultures africaines. Un exemple qui est donné dans un des articles qui traite de cette question, c'est que la Banque mondiale a réduit massivement ses transferts vers le secteur agricole. On n'encourage plus les investissements dans les agricultures dans les pays africains. C'est une aberration, c'est un non-sens. Il y avait déjà, avant la crise, 1 milliard de sous-alimentés dans le Sud, et Stiglitz a calculé pour l'ONU qu'il y a 300 millions de pauvres supplémentaires dans le Sud à cause d'une crise pour lesquelles ils n'y sont pour rien. Exactement. Voilà. Et ça rentre ça revient dans les textes qu'on peut lire dans ce recueil-là. Troisièmement, évidemment, la question du climat. Là, je dirais en bref, ou des changements climatiques, ou appelons ça comme on veut, le réchauffement. L'idée ici, urgence d'agir. Bon, il y a, hélas, encore des dinosaures dans nos mondes, y compris à la tête de certains États, y compris le nôtre. Le nôtre, je parle ici du Canada. On pourrait dire en particulier le nôtre, parce qu'il commence à être isolé. Oui, c'est ça. Qui était peut-être le meilleur exemple. Et donc, cet article-là laisse entendre l'article qui s'appelle, je ne sais pas, Climat, urgence d'agir, je ne sais plus le titre. Là, les titres sont toujours assez frappants. Moi, j'ai tout de suite vu, en fait, que quand on le lit, on se dit, mais il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate. Ça a duré des siècles, les gens qui croient que la Terre était plate, alors que l'héliocentrisme avait été démontré, puis alors on disait de la Terre. Et moi, je trouve que le parallèle est à faire. Il y a des gens, des chefs d'État, des responsables politiques qui sont en retard. Bon. Alors ça, c'est dans arrêter. Ensuite, il y a réfléchir. Arrêter la déforestation. Bon, oui, on veut passer à réfléchir. Il faut réfléchir sur, par exemple, le problème de l'hyperconsommation. Ouais. Pourquoi sommes-nous tellement férus de surconsommer? Et on montre des exemples combien, non seulement surconsommer, c'est pas une bonne chose pour la planète, mais c'est pas une bonne chose pour ceux qui surconsomment, parce que la surconsommation est généralement source d'abêtissement. Ça, c'est moi qui emploie ce mot-là. Mais enfin, c'est ce que ça démontre. Il y a aussi d'angoisse, de stress, vie, l'absence de sens. Et surtout que ça amène au surtravail. Parce que pour consommer tout ce que l'on convoite, tout ce que l'industrie nous appelle à convoiter, il faut surtravailler, et ce qui est caractéristique de la classe moyenne, dont on demande qu'elle travaille de plus en plus pour pouvoir consommer de plus en plus. Bon, il y a donc des choses là-dessus. Il y a des exemples, un truc contre le capitalisme Gucci. Le Gucci, c'est quelque chose qui évoque la surprotection de l'entreprise, qui a été une des étapes fondamentales de la régression de l'humanité en ce qui me concerne, avec l'éclosion du néolibéralisme moderne, avec Thatcher et Reagan, où on a là vraiment déréglementé de façon systématique, avec une relance encore, une accélération de cette déréglementation à l'époque de Bush, et tout ça favorisant les entreprises qui n'ont aucune considération pour ce que j'appelle les coûts collatéraux, les coûts externes de la production. Ça, c'est une question fondamentale.
il faudrait qu'on reparle à une autre occasion, parce que moi, c'est là qui est essentiellement le grand enjeu, c'est comment fait-on payer les coûts collatéraux. Les coûts réels. Les coûts réels, de la pollution, les coûts sociaux. Les coûts sociaux, etc. Les coûts à l'amont et à l'aval de la production. Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup des choses que l'on produit inutilement qui seraient hors de prix, qu'on ne se payerait pas, donc qu'on ne produirait pas. Bon, c'est une autre question, mais il y a des pointes là-dessus. Remettre en question le calcul du PIB. Le PIB, on montre à quel point c'est ridicule, on ne calcule dans ça que les coûts de la production et non pas justement les coûts collatéraux. Puis un bon exemple, c'est celui du delta du Mississippi où pendant des décennies, on a détruit le delta pour les forages pétroliers, etc., les bayous du delta du Mississippi, qui donc, lorsqu'ils auraient joué un rôle de frein aux tornades, au typhon de 2004, de septembre 2004, ils n'ont pas pu. Mais on a considéré comme des acquis le développement de l'industrie pétrolière. Un gain de la croissance, le fait de le détruire. Et ensuite, après Katrina, le fait de reconstruire est aussi un gain. Alors, on ne soustrait jamais rien dans le PIB. Alors ça, il y a un très bon article là-dessus. Et puis, il y a un article excellent de Walden Bello, qui est un économiste philippin très connu, qui parle de la démondialisation, non pas de la décroissance, mais quoi qu'il y a un lien, la démondialisation, et il donne 11 recettes de démondialisation. Je n'ai pas le temps de résumer, mais c'est très, très bien fait. Bouger. Là, on donne des exemples de ce qu'il faut faire. Arrêter, réfléchir. Là, on est à bouger. On est à bouger. Bouger, ça comprend notamment ne pas bouger, c'est-à-dire slow food, slow life, slow transport. Et là, il y a de bons exemples de combien, et c'est pas nécessaire de toujours être à la course, de toujours se déplacer en voiture. Moi, je dis tout simplement qu'il y avait des cas où on peut marcher. Un exemple concret, ce matin, j'ai pris l'autobus à un moment donné, puis il était tellement pris dans la circulation que je suis sorti de l'autobus. J'ai fait 2 kilomètres, puis je suis arrivé avant l'autobus, ici au Céréales, au même bâtiment où nous travaillons. Bon, deuxième exemple, Guerrilleros Verts. Tous ces gens qui, dans le monde, il y a un site que je vais citer ici, je l'ai écrit, guerrillagardening.org. On va le mettre sur le site, guerrillagardening.org, où on donne de multiples exemples de combien il y a dans bien des villes du monde, y compris à Montréal, des gens qui sont un peu délinquants, puis pas nécessairement toujours délinquants, transgressent les habitudes et sèment dans les terrains vagues un peu partout, ou cueillent dans les terrains vagues des fruits. Puis c'est vraiment extraordinairement ingénieux. Et je dis, à Montréal, il y a un groupe à l'UQAM qui s'appelle Crapaud, qui milite dans ce sens-là. Et, j'ai découvert ça, je vous signale, en lisant le Courrier international. Bon, on va passer directement à inventer. Par exemple, toutes les inventions qu'il y a dans le traitement, ça j'ai trouvé ça intéressant, le traitement le traitement des déchets. Vous savez, moi-même, j'ai souvent pensé ou été un peu sceptique, ce qu'on met au recyclage, est-ce que ça va vraiment au recyclage? Bien, on montre dans un article au sujet de San Francisco qu'il y a de plus en plus de villes dans le monde qui trient d'une façon tellement efficace qu'on est en train d'atteindre près de 100% de recyclage de tout ce qui est mis parce qu'on a des techniques de triage. Les gens jettent en vrac tout ce qu'ils veulent, mais... Ils jettent quand même en vrac. En vrac, exactement. San Francisco, les gens ne trient pas eux-mêmes. Ils mettent tout ce qu'ils ont à mettre, évidemment, ce qui est acceptable, et c'est trié à l'usine par encore une fois, là, la science sert. Les technologies, les aimants, etc., qui séparent, les machines qui détectent par la forme, par la couleur, par la substance, le verre, du métal, du papier, etc. Du carton. Et tout ça, c'est fait de façon hyper efficace et c'est rendu extrêmement rentable. Ça, c'en est une belle invention. On va finir là-dessus, Rodolphe. Ça a le goût de trop peu, comme disait ma belle-mère. Et donc, pour en avoir plus... on se jette au kiosque pour acheter le dernier Courrier international hors série, Changer de modèle face à la crise, la vie meilleure, mode d'emploi. Et Rodolphe, qu'est-ce que vous penseriez de France d'Amour qui chante Si c'était vrai, pour terminer en beauté et en chanson? Bon, je ne connais pas, mais je vous crois sur parole. Je vais le détendre. Écoutez-le. Rodolphe, merci beaucoup d'avoir été là encore. Toujours un plaisir de vous avoir à l'émission. Merci. Et on écoute France d'Amour chanter Si c'était vrai. Des enfants jamais malades, le bonheur sans la peine des soldats, la paix dans l'âme, la parole au poète et la musique au fou, la liberté dans la tête et la vérité de... Si vous êtes intéressé aux livres dont nous avons parlé ou aux biographies des personnes que nous avons interviewées, vous allez sur le site serium.ca. Cliquez sur Planète Terre et vous pourrez avoir ces informations.
Par ailleurs, vous y verrez aussi les annonces des conférences publiques qui s'en viennent au Cerium. Elles sont ouvertes. Nous vous invitons à venir y assister. Vous pouvez aussi voir sur le site les vidéos des émissions précédentes de la série Planète Terre. Je remercie l'équipe technique, Luc Laflamme, Ognan Guerguiev et Jean-François Da Silva Larue. Et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.